Bien, c'est parti. Alors, je suis à fond en ce moment dans la pratique des méthodes factorielles sous Python et aujourd'hui, je vais essayer de mettre en avant un autre package que je trouve très intéressant pour l'analyse en composantes principales. Alors, je remets les choses en perspective rapidement, hein, voilà, j'ai mes cours qui sont là et parmi mes cours, il y a les cours d'analyse factorielle. Voilà. Donc, j'ai écrit une série de supports, dont un livre qui est là, qui est gratuitement accessible sur Internet, hein, et il y a différents chapitres, deux, enfin une série de chapitres, et il y en a deux qui sont consacrés à la mise en composante principale, justement. Et pour illustrer ça, j'avais fait des tutoriels, j'avais fait un sur scikit-learn il y a quelques années déjà, et récemment, j'ai fait une série de tutoriels, de vidéos, sur la pratique des méthodes factorielles, donc l'ACP sous Python, donc avec Fanalysis, un paquet qui est là. J'en ai fait un pour l'AFC et j'en ai fait un pour l'ACM. Alors je me suis dit, il faut aussi que je parle de Stats Models, voilà, qui est là, hein, donc qui est un package qui fait des statistiques, enfin, qui propose des fonctionnalités de statistiques et de machine learning. Pourquoi? Parce que il propose également une méthode, enfin une fonction qui permet de réaliser une analyse en composantes principales. Alors, une de plus, vous me direz, bon, quel est l'intérêt? Ben, l'intérêt, c'est qu'il a une fonctionnalité supplémentaire, et c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'il implémente les rotations d'axes. Voilà. Ça, ça me paraît vraiment important. C'est très peu enseigné, on le voit peu dans les références françaises. Voilà, c'est très dommage, je trouve. Et on le trouve peu également dans les packages. Si je regarde sous R, par exemple, j'ai quand même méchamment regardé, si vous voulez, hein. Et ben sous R, le seul que je vois qui le fait convenablement, c'est Psych, hein. Le package Psych sous R fait également les rotations d'axe. Sinon, j'en connais pas. Peut-être qu'il y en a d'autres par ailleurs, hein, mais en tout cas, je les connais pas. Sous Python, pareil. Des packages qui font l'analyse en composantes principales, il n'y en a pas des masses de toute manière, qui le font convenablement, hein. Voilà, il y a scikit-learn, il y a Fanalysis, et il y a StatsModels, qui en plus, donc, a une fonctionnalité supplémentaire, c'est qui permet de faire des rotations de facteurs. Hmm. Alors ça, la rotation des facteurs, je l'explique dans le livre, hein. Ici, dans plus loin, là, je parle des rotations de facteurs. Sans travail sur les contributions des variables aux facteurs, à ce moment-là, c'est la rotation varimax qui est la plus connue. Sans travail sur les cosinus carrés, à ce moment-là, c'est la rotation cartimax. Voilà. On va voir les varimax ici, mais on voit dans les outils qui sont là il y a les différentes solutions. C'est écrit ici, ça doit être montré. J'avais pas prévu de montrer ça, mais ça a pas. Voilà, on a différentes manières de faire ici. Alors moi, je reste uniquement sur les rotations orthogonales, hein. Il y a d'autres types de rotations, hein. Mais quitte à faire des rotations non orthogonales, à ce moment-là, moi, je conseille plutôt d'aller sur les clusterines de variables à ce moment-là, hein. Là également, j'en ai fait des vidéos, hein. On est bien d'accord là-dessus. Bah là, pour le coup, c'est en lien avec un cours que je suis en train de faire avec mes étudiants du lundi matin qui se reconnaîtront. Je leur dis bonjour. Rendez-vous lundi matin. Voilà. Et donc on parle également, de clustering de variables. Donc là, pour le coup, ça fait des rotations non orthogonales. Bah, une solution alternative qui me paraît intéressante également, c'est de travailler sur le clustering de variables. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'explorer StatsModels, d'explorer sa fonctionnalité pour l'analyse en composantes principales et de mettre en exergue l'intérêt d'une fonctionnalité qui me paraît importante, c'est les rotations de facteurs. Voilà. L'idée, en réalité, dans une ACP, c'est de rendre les résultats mieux interprétables. Souvent, quand on fait une ACP, voilà, il fait une optimisation globale, hein, quand il crée ses facteurs. Ensuite, il travaille sur le résidu, et ainsi de suite. Donc, des fois, l'optimisation globale, ça permet pas. On a toutes les variables qui sont fortement corrélées avec le premier facteur. Du coup, on n'arrive pas à discerner les informations qui sont véhiculées par les données en réalité. Ça arrive souvent, ça, qu'on fasse une ACP, qu'on a des facteurs et on n'arrive pas à les interpréter, à les interpréter parce que la relation des variables avec les facteurs ne sont pas tranchées, hein. Les relations des variables avec les facteurs ne sont pas tranchées et du coup on a l'impression que toutes les variables sont liées sur un facteur ou bien il y a des variables qui sont liées sur plusieurs facteurs, qui jouent sur plusieurs facteurs. Et du coup, on se dit mais quel lien on peut mettre entre les facteurs et les variables, hein? Qu'est-ce qui détermine les facteurs? C'est un vrai souci souvent. Alors justement, pour décrire ça, on va voir une base de données qui me paraît intéressante. Voilà, ça m'amuse beaucoup.
Voilà, ce fichier-là, c'est les fichiers des bières. Les bières, la boisson, on est d'accord là-dessus, hein. On va pas parler des choses sinistres en ce moment. Donc les bières, la boisson, qu'est-ce qui se passe? On a demandé à un ensemble de personnes, 99 en tout, hein, 100 parce que la première ligne, c'est le nom des variables. On a donc demandé, donc là c'est l'individu numéro un, donc on a demandé de noter les critères qui lui paraissent les plus importants quand ils choisissent une boisson. Voilà, une bière. Alors là, typiquement, pour ce premier individu-là, il dit que lui, le coût, c'est pas le critère le plus important. Le critère le plus important, donc c'est des notes de 0 à 100, hein. Le critère le plus important pour lui, c'est la réputation. Voilà. Alors, il y en a un qui est là, c'est les mythos, hein, tu sais, les mecs, ils avancent ce qu'ils veulent, hein. Il dit que le coût et la taille de la bouteille, ça l'intéresse pas, donc c'est les microscopiques. Donc si c'est une mignonnette, hein, de bière, voilà, bah il est content quand même. Le coût, il s'en fout. Donc on a une mignonnette qui coûte, je sais pas, 100 euros, bah il est content quand même. Et pour lui, ce qui importe avant tout, hein, c'est l'arôme et le goût, un peu la couleur aussi. Voilà. Très bien. Donc chacun dit ce qu'il veut, hein. C'est une enquête. Dans les enquêtes, chacun dit ce qu'il raconte, hein. Moi, on peut toujours inventer ce qu'on veut, hein. Voilà. Donc on a demandé à différentes personnes. Là, il y a quelqu'un qui est plus honnête. Il dit que c'est le coût qui l'intéresse. Il ne veut pas payer cher, mais en ayant un bon goût quand même. Taste. Voilà, ainsi de suite. Donc l'idée, c'est d'analyser ces données-là et de voir les relations des variables. Quand une personne est sensible au coût, est-ce qu'il est sensible à la taille ou au degré d'alcoolémie ou ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Essayer de trouver des profils. Alors généralement, en ACP, on travaille sur les deux dimensions, hein. On a une analyse duale sur les individus d'un côté et sur les variables de l'autre. Mais sur les individus, c'est intéressant si on a peu d'individus et qu'on a des labels, hein, qui sont nommés, qu'on a des noms sur les individus. Du coup, on arrive à les reconnaître. Sur les voitures ou sur les différents éléments, on voit, donc on sait que telle voiture a telle caractéristique et on reconnaît la voiture, on sait dans quel segment de voiture il se positionne, ainsi de suite. Là, les individus sont anonymes. De toute manière, ils n'osent pas dire ce qu'ils aiment. Voilà, les individus sont anonymes. Donc, faire l'analyse sur les individus, là, sauf à trouver des blocs ou à trouver des groupes dans le repère factoriel, généralement, c'est pas très intéressant. D'aller dans le détail de chaque individu, c'est pas intéressant parce qu'ils sont anonymes, justement. Ce serait différent si on essaie de trouver des blocs. Voilà. Mais les blocs, on peut aussi les trouver en colonne, hein, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Bien. On va voir les critères les plus importants quand les personnes choisissent leur boisson. Les fameuses bières. Allons-y alors. Donc, moi, j'ai préparé, comme d'habitude, hein, j'ai préparé ici le notebook. Je suis dans Visual Studio Code. Voilà. Et première chose, j'importe les données et j'affiche les premières lignes. Donc, c'est ce que je fais ici, hein. Voilà, je change le dossier, je lis le fichier Excel, j'affiche les premières lignes et on a bien les premières lignes ici. Très bien. Première chose à faire, je calcule donc les statistiques descriptives. Voilà, donc il n'y a pas de données manquantes, hein. On voit bien le count ici. Et en moyenne, on voit que les critères qui déterminent le plus le choix des bières, des boissons, donc du coup, apparemment, ce serait le goût. Hein, c'est tout un tas de mythos. Là, les mecs, genre, pour faire bien, ils disent, ouais, moi, c'est le goût des bières qui m'intéresse, c'est ça, raconte-moi des histoires. Tiens. Et apparemment, les critères qui comptent le moins, apparemment, hein, chez les personnes, ce serait le coût et la taille et le degré d'alcoolémie. C'est ça, raconte-moi. On va tous se mettre à boire des bières sans alcool, alors, hein, enfin, très bien, on supprime tous les rayons et on garde que des bières sans alcool, on verrait ça. Bon, très bien. Bon, là, puis, pour le coup, là, il faudrait centrer, réduire les variables, hein, parce que sinon, on a des résultats qui sont totalement faussés, hein, totalement faussés. Bon, on voit quand même avec les écarts types, hein, que là, il y a une forte disparité. Il y a quelques personnes qui sont honnêtes quand même, hein. On voit bien, hein, qu'il y a moindre ici, qu'il y a moindre ici, hein. Voilà. C'est intéressant. Bon. Là, pour le coup, on va faire une ACP normée. Ça me paraît plus, même si on est sur les mêmes unités, ça me paraît plus pertinent ici pour le coup de travailler sur une ACP normée. C'est ce qu'on va faire. Alors, j'ai récupéré quelques informations que je vais utiliser par la suite, hein. Le nombre d'observations, c'est 99 individus, et le nombre de variables sont toutes quantitatives ici, il y en a 7. Voilà. Alors, pour que tout le monde ait bien les mêmes résultats, j'affiche la version de Stats Models. Voilà, c'est toujours important. Là, elle est installée par défaut avec Anaconda. Je ne l'ai pas installée, elle est directement disponible sur Anaconda avec la distribution Anaconda. Et je suis bien dans l'environnement Anaconda ici. Vous avez bien vu, bon ça je répète plus, mais je suis bien dans l'environnement Anaconda ici, dans l'environnement de base, et il y a Stats Models qui est installé par défaut. J'ai fait une mise à jour quand j'ai installé Anaconda, et donc la version que moi j'utilise est 0.13.5. Voilà, très bien.
Alors, qu'est-ce qui se passe? J'importe la classe de calcul analyse en composante principale, principale component analysis, et je l'instancie sur les données directement. Donc, il n'y a pas la double étape où j'instancie et ensuite j'appelle fit, comme on aurait dans d'autres outils comme fanalysis ou scikit-learn. Là, j'instancie et ça lance les calculs directement. Donc, j'envoie les données brutes ici et je fais une ACP normée. Donc, il standardise automatiquement les variables. Dans fanalysis, on a aussi cette option-là. Dans scikit-learn, c'est à vous de le faire en amont. On est d'accord là-dessus, hein. Bon, là, c'est une option. Donc, soit on le demande, soit on le demande pas. Donc, moi, j'ai demandé une ACP normée. Alors, il y a deux méthodes, il y a une série de méthodes. Voilà, là, c'est la plus classique, c'est la décomposition en valeur singulière. Sinon, il y en a l'autre, il y a une autre méthode également qu'on voit souvent, c'est la diagonalisation de la matrice des corrélations ou de la matrice de convariance. Voilà, il y a différentes approches possibles. Bon. Bien, il faut lire la doc, hein. Je vous conseille de lire la doc pour avoir le détail de ce qui est fait dans les différentes ici. Il faut toujours lire la doc. Moi, je passe énormément en fait à lire la doc des logiciels, des packages, voilà, et de tester pour voir si les résultats tiennent la route ou pas. Et ensuite, quand je vois que ça tient la route, je l'introduis dans mes TD. Je n'utilise jamais en TD une librairie sur laquelle j'ai pas une expertise suffisamment poussée. C'est juste impossible, hein. Si les calculs sont faux, j'entraîne mes étudiants avec moi dans, dans le ravin, si vous voulez. Donc, c'est juste pas bon du tout. Bien. Une fois que c'est fait ça, donc j'affiche en fait les valeurs propres et on voit que les valeurs propres, en réalité, il faut les diviser par n, le nombre d'observations, pour avoir les vraies valeurs propres qu'on a dans les autres logiciels. Voilà. Faut savoir, hein. Voilà. La documentation n'est pas très disserte là-dessus, hein. Voilà. Bon, moi, je regarde ici et c'est bien ce qu'on a avec les différents logiciels, hein. C'est bien ce qu'on a avec les différents logiciels, hein. Alors, par exemple, je monte sous Tanagra, donc je vais lancer Tanagra ici. Voilà, j'avais préparé un peu et j'ouvre, il ouvre sur l'autre fenêtre. Je vais dans le répertoire des mots et je prends, voilà, et on a bien les valeurs propres ici. Très bien. Bien. Alors, j'affiche le script plot, je fais un plot tout simplement, hein. Donc, donc là, j'importe matplotlib et je fais le plot des boulis des valeurs propres. Ça, généralement, faut commencer à s'inquiéter quand on voit ça. On n'a pas un graphique visuel. Habituellement, on a une courbe avec une concavité bien marquée. Là, elle est bizarre, hein, elle est bizarre. Alors, si on regarde la loi du coude, voilà, on se dit, bon, ce serait 2 ou 3. Est-ce qu'on prend le coude ou pas? Ça reste une question ouverte, hein. Là, pour le coup, comme le coude, ici, si on prend le 1 comme seuil avec la règle du Kaiser, hein, voilà, puisqu'on a fait une ACP normée, voilà, si on prend le 1 ici, ça veut dire que j'en prendrai que les deux, hein, que les deux premiers facteurs, les deux premières composantes. Voilà. Si on regarde le coude et que j'intègre le coude, j'en prendrai trois, mais on voit ici que en fait, la valeur propre associée est relativement faible, hein. Elle est égale à 0,56. Donc le fait de prendre le troisième resterait discutable, hein, voilà. Bah, figurez-vous qu'en fait, il faut prendre les trois. C'est vraiment, ça c'est l'aspect vraiment très, les étudiants, des fois, ont du mal à comprendre que le machine learning, en fait, est vraiment exploratoire par nature. Et qu'il y a une partie mathématique, hein, bien sûr qu'il y a une partie mathématique, mais il y a aussi une partie qui vient de l'expérience, hein. On a suffisamment trituré de données, on a suffisamment tapé de code et tout ça pour voir tout de suite ce qui peut se passer sur un jeu de données. Et généralement, moi, ce que je fais, c'est que je regarde ça, je regarde les données, j'essaie de poursuivre avec des scénarios de résultats, de scénarios de traitement, de solutions, et ensuite, je compare les différents résultats, et à partir de là, je me donne une expertise. Voilà. Mais bon, là, pour le coup, même si ça paraît pas évident, figurez-vous que c'est trois facteurs qu'il faut retenir ici. Bon, avec cette variable, donc ça paraît beaucoup, hein, mais là, pour le coup. Alors, si je regarde la variance restituée, voilà, avec le premier facteur, on a 47%, donc R square, hein, pour lui, il appelle ça R square, pourquoi pas, hein. Voilà, là, c'est 47% d'informations sur le premier facteur, sur les deux premiers 86, sur les trois premiers 94. Donc, dans un cadre normal, on serait parti sur deux. Mais figurez-vous que c'est trois la bonne idée ici. Alors, si j'analyse les variables, c'est là que ça devient problématique. Alors, dans les logiciels anglo-saxons, on n'a pas les corrélations avec les axes. Ce qu'on a, c'est les loadings. Voilà. Donc, j'affiche les loadings. Voilà, très bien. Et si on veut avoir les corrélations avec les variables, avec les composantes, les corrélations des variables avec les composantes, voilà, il faudrait multiplier les loadings avec la racine carrée des valeurs propres. Voilà. Bah, c'est une seule commande. Donc, j'ai pris les loadings, là, voilà, et j'ai multiplié par la racine carrée des valeurs propres, tout simplement. Voilà. J'ai mis les bons noms de variables pour qu'ils fassent les calculs dans la bonne direction, hein.
Voilà, ici. Donc, j'affiche, voilà, j'ai les corrélations. Et voilà, donc ici, sur le premier facteur, c'est là que commencent les problèmes. Regardez, sur le premier facteur, on a trois variables qui semblent se démarquer du côté positif, arôme, goût et puis la couleur, et qui sont corrélées aussi positivement avec le degré d'alcoolémie. Donc ça veut dire que ces critères-là vont ensemble, à peu près, quand les personnes choisissent les bouteilles de bière, et corrélées donc négativement avec la réputation. Très bien. Sur le deuxième facteur, apparemment, on a le coût, la taille et l'alcool aussi. Voilà, donc déjà là, l'alcool, il est sur deux aspects, sur deux facteurs, hein. Voilà, très bien. Mais il y a l'arôme et le goût également. Donc l'opposition des soifards avec les esthètes, là, puisqu'on pourrait dire ça comme ça, hein, bah, elle n'est pas si évidente que ça en réalité. Et la réputation, qui semblait jouer sur le premier facteur, joue aussi sur le troisième facteur, qui est un peu tout seul cette fois-ci. Du coup, la réputation jouerait partout, alors c'est-à-dire donc l'impact de la marque dans le choix de la bière. C'est ça la réputation ici. Alors, pour bien voir ça, on peut faire les cercles des corrélations. Bon, j'en ai fait suffisamment des cercles de corrélation dans cette série de vidéos là. On va pas la faire cette fois-ci. On va utiliser un autre outil que moi, ça me paraît intéressant, c'est le heatmap. Qu'est-ce qui se passe? Je fais un heatmap, je mets la corrélation et je mets les bords de -1 à +1. Une corrélation varie de -1 à +1. On est bien d'accord là-dessus, hein. Voilà. Et la valeur centrale, c'est 0. Quand c'est négatif, ça va vers les liaisons négatives entre les variables. Quand c'est positif, vers 1, ça va vers les liaisons positives. Et ensuite, j'ai mis des couleurs divergentes autour de 0. Plus c'est rouge, plus cette corrélation est négative, plus c'est bleu et plus cette corrélation est positive. Très bien. Bon, ensuite, j'ai mis des options. Là, c'est pour mettre des lignes blanches pour séparer. Et là, j'ai mis là, quand je mets un autre égal à trou, ça veut dire que donc les valeurs apparaissent. Alors, si on regarde bien ici, bah, on est un peu perplexe quand même. Voilà. Le premier facteur, on va dire que c'est les esthètes versus les personnes qui s'en foutent de la réputation. Voilà. Mais esthètes qui sont sensibles aussi au degré d'alcool. Voilà. Ensuite, sur le deuxième facteur, on a les soifards, hein, qui sont qui veut des grosses bouteilles, payées pas cher et remplies d'alcool, hein, de la bière à 12%, ça peut exister, ça. Mais dans le même temps, ils sont esthètes un peu quand même. Ah, c'est compliqué, ça, hein. Et le troisième facteur, on aurait les personnes qui sont sensibles qu'à la réputation, hein, de position, hein, voilà, qui se démarquent sur la réputation. Bah, en réalité, ça pose un problème. Et c'est souvent ce qui arrive quand on fait une ACP, c'est qu'on obtient des facteurs et on a des résultats qui sont pas très, très lisibles, souvent. C'est pour ça qu'il y a des auteurs qui sont extrêmement réservés sur l'ACP, hein, qui disent soit on a des résultats très évidents, voilà, d'une part, soit on a des résultats qui sont illisibles. Bah, là, pour le coup, le rôle des variables, donc l'impact, donc l'influence des variables sur la définition des facteurs n'est pas très, très tranché ici. Donc, ce qui serait intéressant, justement, c'est d'essayer de pivoter les facteurs pour que le lien entre les facteurs et les variables soit le plus tranché possible. Soit il est maximal, donc une corrélation soit proche de +1, soit proche de -1, ou bien soit il est minimal, proche de 0. C'est-à-dire qu'il va jouer sur un autre facteur, sur une autre composante. Voilà. Alors, ça, je l'explique dans le livre ici. Voilà. Rotation, hein. Donc l'idée c'est ça, j'explique ce que je viens de dire, hein, je ne vais pas revenir là-dessus. Et l'idée c'est de faire pivoter les axes pour qu'on ait des axes qui soient mieux interprétables, en rendant plus tranché le rôle des variables sur donc la définition des facteurs. Alors il y a deux manières de voir la chose. Soit c'est la rotation varimax, on va travailler sur les contributions. C'est-à-dire que on veut qu'à l'intérieur ce soit le plus tranché possible. On travaille sur les contributions. Voilà. À l'intérieur de chaque colonne ici, hein. Voilà. Ou bien la rotation Cartimax, où cette fois-ci on travaille sur les cosinus carrés. À ce moment-là, on veut que donc les valeurs soient le plus tranchées possible, donc la répartition des valeurs, enfin le lien donc avec les facteurs, le rattachement des variables avec les facteurs soit le plus tranché possible cette fois-ci. On travaille sur les lignes, sur les cosinus carrés. Donc soit sur la définition des facteurs qu'on travaille, sur les contributions, on travaille par colonne, soit on travaille par ligne, on travaille sur le rattachement des variables aux facteurs. Ça veut dire qu'on travaille sur les cosinus carrés, et là, c'est les rotations Cartimax. OK. Alors moi, je prends la varimax. Donc j'importe l'outil, il va me sortir deux éléments. Ça, c'est les nouvelles corrélations. Voilà. Ça, c'est la matrice de changement de base, hein, c'est la matrice qui permet de faire le changement de base, justement. Très bien. Et j'appelle ici Roctat Factors. Je lui passe que les trois colonnes qui m'intéressent.
hein, je fais la rotation sur les axes donnés qui sont là, hein, sur les trois facteurs, sur les trois composantes. Voilà. Et je prends la méthode Varimax. Je récupère le L pour l'instant, le T, on va voir plus tard. En fait, le T, c'est la matrice de changement de base, en fait, qui, quand on l'applique, permet d'arriver dans dans le nouveau repère factoriel. Alors voilà, j'ai fait le calcul et j'ai les corrélations. Alors les corrélations sont pas très lisibles ici, donc je vais mettre les noms des variables et on le voit. Et maintenant, on a des résultats qui sont nettement plus tranchés. On voit effectivement que sur le premier facteur, voilà, on a bien les esthètes. Ils choisissent leur bouteille sur la base de la couleur, l'arôme et le goût principalement. Ensuite, il y a une deuxième groupe, si vous voulez, hein, les groupes sont orthogonaux ici, hein. Il y a un deuxième groupe, c'est les soifards. Les soifards, ils sont sensibles qu'au coût, voilà, la taille, ils voient une grosse bouteille hein, qui coûte pas cher et qui est remplie d'alcool. Genre, mais arrête de boire de la bière à ce moment-là, bon, va plutôt boire de l'agnole à mon avis, hein, si c'est ça vraiment l'important. Voilà, donc là c'est un deuxième groupe. Et il y a un troisième groupe, voilà, c'est le néophyte. Donc le néophyte, il se base principalement sur la réputation pour acheter la bière. Voilà. Donc en réalité, il y a trois dimensions, effectivement, et il y a trois comportements types. Les esthètes, voilà, qui sont sensibles à ces trois critères-là. Les soifards, qui sont sensibles aux critères de coût hein, du prix, de taille et d'alcool, de degré d'alcoolémie. Voilà. Et il y a un troisième groupe, c'est des personnes qui achètent sur la base de la marque, principalement. Voilà. Et là, du coup, les composantes sont parfaitement lisibles cette fois-ci. C'est tout l'intérêt. Entre le résultat qui est là, hein, où on a du mal à voir le rôle des variables dans la définition des composantes, et le résultat qui est là, après rotation, on voit en réalité qu'on a bien des composantes bien lisibles. Voilà. Donc, pour tous les étudiants, pour toutes les personnes qui font une ACP, qui tombent sur des résultats qui ne sont pas interprétables parce qu'on n'arrive pas à additionner les rôles des variables dans la définition des composantes, voilà, bah essayez de passer par les rotations d'axe pour mieux rattacher les variables à chaque facteur et avoir des relations plus tranchées. Alors, quand même, il faut regarder les choses. Déjà, je vais regarder donc les variances restituées sur chaque facteur. Voilà. Donc on a les valeurs propres ici, entre guillemets, hein. Donc on n'a plus les mêmes valeurs, elles sont mieux réparties. Rappelez-vous, hein, au début là, je reviens ici, au début, on avait des valeurs où on avait une forte concentration sur le premier, moindre, mais quand même une concentration sur le deuxième, et le troisième, il n'y en avait plus. Donc qui laissait à penser qu'il n'y avait que trois facteurs en réalité. Ben, quand on fait la rotation d'axe, voilà, c'est mieux réparti. C'est mieux réparti cette fois-ci. Voilà, très bien. Et vérifions que la somme, que l'information restituée sur les trois facteurs est bien celle qu'on avait sur les trois facteurs initiaux. Hein. Voilà, je calcule ici, on a 94% de l'information disponible. Et c'est bien le cas ici. Regardez, quand on avait fait la somme cumulée, là, voilà, on a bien 94% sur les trois premiers facteurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je fais une rotation de facteurs, je ne perds pas d'informations. Heureusement. Hein. En revanche, je les repartis mieux sur les composantes, voilà, pour que donc l'interprétation des composantes soit facilitée. Le lien entre les composantes et les variables soit plus tranché. C'est ça l'idée, en fait. Mais il n'y a pas de perte d'information. L'information globale sur les trois axes que j'ai choisis reste bien la même. C'est ça qui est important. Hein. On a préservé l'information. Alors, je refais le heatmap, mais bon, le heatmap, c'est la même chose que le tableau dessus, on voit bien, maintenant, on voit bien. On voit bien, ici, c'est les esthètes, voilà, qui définissent le premier facteur, donc il y a une différenciation sur l'esthétisme de la bière, voilà, sur le premier facteur. Donc, si on fait le graphique des individus, on verrait d'un côté, donc à l'est, les personnes qui sont sensibles à ces critères-là, et à l'autre bout là-bas, les personnes qui s'en foutent de ces critères-là. Ensuite, il y a une deuxième dimension, c'est bah, la soulographie, hein, c'est juste parodie Jacques Brel. Voilà, la soulographie, les personnes qui sont vraiment donc tout en bas là-bas dans votre graphique, il y aura les personnes qui, les vrais soifards, voilà. Et le troisième élément, c'est les néophytes. Ils achètent une marque, quand ils achètent une bière, ils connaissent pas, ils sont dans les rayons. Le nombre de personnes que je vois rôder dans le rayon, là, c'est pareil pour les rayons des vins aussi. Il y a tout un tas de personnes qui sont perplexes devant tout un tas de bouteilles, ils voient pas très bien. Bah oui, il y en a tellement. Voilà, et lesquels choisir? Bah, du coup, on prend des marques qu'on a entendues à la télé ou des choses comme ça. Voilà. Donc là, on a les néophytes. Alors,
La matrice T, en fait, en fait, quel est son rôle? C'est ce qui permet de faire le changement de base, hein, dans le repère initial vers le nouveau repère, hein. Alors ça, c'est expliqué dans la doc ici. Il faut lire la doc, hein. Ça, je peux vous dire que quand vous travaillez sur un outil, une librairie quelconque, il faut toujours lire la doc. Donc il me dit bien, il renvoie le T et le A, le L et le L et le T, et en fait, là, c'est la matrice initiale des corrélations. Et ici, la matrice T, c'est celle qui permet de faire le changement de base. Et ici, on a les nouvelles corrélations. Bon. Donc, j'ai fait la vérification ici, hein. Voilà. J'ai pris les anciennes corrélations. J'ai pris la matrice T qui permet de faire le changement de base. Et quand je fais le produit matriciel, j'ai bien les nouvelles corrélations. Vous avez bien vu, hein. Voilà, attendez, je mets ici, voilà, 0.12, moins 0.23, 0.14, moins 0.37, 0.92, 93, 88. Voilà. Pareil ici, 0.11, 0.11, moins 0.25, ainsi de suite. Voilà. Alors, oui, très bien, mais du coup, mais nous, on avait déjà ce résultat-là. On avait déjà ce résultat-là. En fait, on avait directement ici ce résultat-là, hein. Alors, pourquoi s'embêter et faire ce calcul-là? Effectivement, sur les variables, c'est pas très pertinent. En revanche, cette même matrice T, là, je peux l'appliquer sur les coordonnées factorielles des individus pour avoir leurs coordonnées factorielles dans le nouveau repère, hein. Vous faites une ACP, vous avez les coordonnées factorielles des variables, voilà, c'est les corrélations avec les facteurs, et vous avez les coordonnées factorielles des individus. Vous faites une rotation de facteurs, hein, et vous les faites pivoter. Donc vous avez les nouvelles corrélations. Très bien. Il faut aussi que les individus soient projetés dans le nouvel espace. Et c'est la matrice T qui permet de faire cette transition-là. Donc cette matrice T est très importante. Moi, je ne l'ai pas fait ici. Pourquoi sur les individus? Parce que j'avais dit encore une fois, hein, que les individus étaient anonymes. Donc du coup, faire une analyse, mis à part essayer de trouver des blocs, c'était pas si important que ça. Je voulais vraiment mettre le focus sur les variables cette fois-ci. Mais si vous voulez faire aussi la rotation des individus, il faut le faire. Puisque si vous changez d'espace de représentation, il faut aussi que les individus soient dans le nouvel espace. Voilà, il faut utiliser cette matrice T-là, qui est très importante. C'est la matrice de transition. Voilà. Excellent travail à tous.